Bonjour et bienvenue à cette séance numéro 7 qui sera réservée donc à l'étape du transport dans le cycle des roches sédimentaires. Alors le transport peut se faire par glissement en l'absence de fluide, il peut se faire par écoulement gravitaire en présence de fluide et il peut se faire par des écoulements d'eau, d'air et de glace. Alors, on va commencer par le premier type de transport, c'est le glissement par gravité en l'absence de flux. Alors, c'est le cas des petits blocs qui tombent, qu'on retrouve généralement sur les routes de montagne lorsqu'on voyage, lorsqu'on se déplace dans une route qui traverse des reliefs. On a souvent des petits blocs qui traînent sur la route. Elles sont causées par de l'altération physique, puisque c'est le passage vers des débris plus petits. Ils sont causés par des vibrations du sol, c'est des séismes, et la conséquence, c'est des éboulis qu'on va retrouver en bas ou sur la bordure de la route. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle les éboulements. Alors, les éboulements, c'est des écroulements de masse. Ils se font à partir de diaclases qui existent ou de joints de stratification qui existent dans la masse rocheuse, et généralement, il n'y a pas de classement du produit. Alors, nous avons une grande masse qui arrive, donc ici dans la pente, en un seul coup. Nous avons une autre ici, là c'est dû justement à la quantité de diaclase qui fracture cette roche-là. Et là, l'eau n'y est pas pour grand-chose. C'est un décollement qui est essentiellement lié à l'action de la gravité. Alors, la reptation. Alors, dans le terme reptation, vous avez le terme de reptile, c'est des animaux qui se déplacent ventre collé sur le sol. Alors, souvent, il nous est arrivé, lorsqu'on voyage, de voir des poteaux téléphoniques, à l'époque où il y avait encore des liaisons téléphoniques par fil, des poteaux électriques qui ont tendance à être un peu inclinés. Et on s'est toujours dit pourquoi. Mais au fait, c'est parce que le sol qui est en surface est en train de glisser selon cette pente-là, comme en témoignent les courbures qu'on voit sur des couches qui sont redressées à la verticale. Nous avons donc ce niveau-là qui est en train de glisser dans ce sens, particule par particule, et s'il y a quelque chose en surface, elle va suivre le mouvement. Alors là, le meilleur témoin justement de cette reptation, c'est lorsque on voit par exemple ici un arbre. Alors c'est un arbre qui théoriquement devrait être à la verticale, et là, il est courbe à la base, donc ça veut dire qu'il est en train de lutter pour rester à la verticale, parce que le sol dans lequel il pousse, il est en train de glisser dans ce sens-là, et ce sol est en train d'entraîner justement l'arbre dans son sillage. Là, nous avons des aspects un peu mamelonnés. En fait, c'est une pelouse verdâtre qui est en train de glisser dans la pente et qui donne cet aspect-là. Alors, un autre témoin de la reptation, c'est la courbure des couches lorsqu'on se rapproche de la surface. Alors là, c'est un exemple de chez nous, c'est un exemple marocain. On voit cette partie du sol qui est en train d'avancer et on voit que les couches qui sont là sont en train de se recourber dans ce sens. Donc, pas besoin de faire une grande étude pour savoir que là, cette partie-là est en train de subir un glissement, une reptation vers la droite. Alors, le glissement de terrain. Alors, le glissement de terrain, c'est un mouvement de masse de terrain, mais attention, là, il faut une pente qui est forte, il faut un niveau plastique et il faut de l'eau. Donc, sur cette pente-là, nous avons donc la masse qui va glisser sur ce niveau-là. Donc, nous avons une pente forte à cause de la structure géologique, c'est une structure monoclinale. Il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, cette eau, elle va imbiber justement le niveau plastique, c'est des argiles, c'est les marques. Ils vont donc se comporter comme un niveau de savon qui va permettre donc à cet ensemble-là de glisser dans ce sens. À notre niveau, les roches plastiques sont de deux catégories, sont surtout les argiles et les marques. Les argiles, on a vu, c'est des roches qui proviennent de l'altération chimique des silicates, et les marques, c'est un mélange entre les argiles et les calcaires, et c'est également des roches plastiques, surtout en présence d'eau. Alors, le troisième type de déplacement, c'est ce qu'on appelle la solifluxion. Alors, pour qu'il y ait une solifluxion, il faut d'abord qu'il y ait beaucoup d'eau et un terrain plastique. C'est ce qui fait la différence avec le glissement de terrain. Donc là, il faut que l'ensemble du terrain soit plastique et il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Alors, vous avez toute une masse qui va partir d'ici, il y aura une surface de rupture
qui est lié au fait que toute cette masse-là est devenue liquide parce qu'elle est très enrichie en eau et la nature de la roche permet justement d'atteindre ce stade-là et c'est une caractéristique des argiles et des marnes. Et on a donc toute une masse qui va avancer vers l'avant et là où il va s'arrêter, il va constituer ce qu'on appelle un front de solifluxion. Alors, à quoi ça sert tout ça? Nous avons un exemple de chez nous aussi. Nous avons une route, là voilà, c'est une route nationale qui a été, je dirais, entretenue à maintes reprises. Alors, qu'est-ce qui fait le problème de cette route? Nous avons une retenue d'eau, la voilà, c'est une retenue de barrage, et puis la roche, c'est des mâts. Et là, nous avons donc, avant que le chantier démarre, nous avons donc le niveau d'eau, nous avons une route nationale, et là, nous avons des mares. Donc, des mares, c'est une roche plastique, de l'eau, la voilà qui va s'infiltrer, et nous, on a besoin d'une route. Donc, c'est pour ça que cette route a toujours été, je dirais, dans un mauvais état, non pas parce qu'elle n'a pas été entretenue, mais parce que, justement, les conditions géologiques entraînent sa dégradation très rapide. Alors, quand est-ce que le problème a été résolu? Eh bien, on a l'eau, on ne peut pas s'en débarrasser. D'ailleurs, il y a un barrage, c'est pour qu'il y ait de l'eau. Nous avons une route qu'il faut construire. Il faut donc qu'on passe, obligé. Donc, qu'est-ce qu'on peut déplacer? Ce qu'on peut changer éventuellement, c'est la nature de la roche. Alors, regardez la quantité de travaux qu'il a fallu faire sur cette route-là. À chaque fois, elle s'effondrait. Nous avons une première route qui est partie, une deuxième, troisième, quatrième, voire même une cinquième là. Alors, le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment résoudre justement cet inconvénient. Eh bien, la solution a été apportée par une technique, je dirais, récente à l'époque, c'est le changement justement de la roche. Donc là, il y a une couche plastique, c'est une isolation pour qu'il n'y ait pas des infiltrations d'eau à partir du lac. Là, nous avons une zone de terrassement et là, on voit dans le premier plan des gros blocs. Donc, on est en train, en fait, de changer la nature de la roche. Il faut que la roche ne soit plus une roche marneuse plastique, mais là, ça va être un mélange de granulats, de gros blocs. Ça va être beaucoup plus proche de la famille des roches détritiques, de la famille des conglomérats initiales. Et depuis, il n'y a pas de problème. La route a été faite, la voie du chemin de fer passe sans problème. Donc, voilà à quoi ça sert justement de nous intéresser à ce type de problème. Alors, l'agent de transport numéro 2, c'est l'eau et l'air. Alors, on va voir d'abord l'air. Alors, l'air transporte par trois manières différentes. Elle transporte bien sûr les produits d'altération. Elle peut les transporter en suspension dans l'air. Alors, on voit les gens dans les déserts qui portent des turbans, c'est pour justement lutter contre ces particules qui sont transportées par l'air. Il y a la saltation, c'est-à-dire que lorsque la particule n'est pas suffisamment fine pour être en suspension dans l'air, la voir sautiller à la surface, c'est ce qu'on appelle un mouvement de transport par saltation. Sinon, le bloc sera traîné quasiment en surface et c'est ce qu'on appelle l'attraction par roulement. Voilà donc les trois modes de transport par le vent qui se comportent là comme un fluide. Il va donc soit emporter des particules en suspension, soit en saltation, soit en roulement à la surface. Alors, on arrive maintenant aux écoulements d'eau. Alors, pour comprendre justement comment l'eau peut transporter des particules, nous avons un diagramme, c'est le diagramme de Hjulström, et qui nous donne justement c'est un diagramme d'équilibre entre les particules minérales en fonction de la taille et de la vitesse du cours d'eau. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la vitesse du cours d'eau et le diamètre des particules qui seront transportées. Alors, si on résume, on voit que plus la vitesse est forte, plus le diamètre des particules à transporter est important. Alors, quand est-ce que cette condition n'est pas respectée? Eh bien, elle n'est pas respectée dans le cas des argiles. Pour éroder une argile, par exemple, qui fait 1 millième de millimètre, il faut une vitesse d'1 mètre par seconde. À l'inverse, pour transporter une particule qui fait 1/10 de millimètre, il faut une vitesse beaucoup plus réduite, de l'ordre de 20 cm, à peu près 20 cm par seconde. Donc, où est-ce qu'il y a, je dirais, une petite incompréhension? C'est dans les particules les plus fines,
Parce que les particules les plus fines ont tendance à s'agglomérer. On ne peut pas séparer à moins d'exercer un courant qui soit relativement fort, relativement important. Alors là, la ligne rouge, c'est une vitesse constante. Donc, à une vitesse constante, et jusque-là, c'est des particules fines qui seront transportées. À partir du point M jusqu'au point O, on rentre à la même vitesse. Nous avons des particules plus grosses, mais qui seront érodées et transportées. Au-delà du point O jusqu'au point P, à cette vitesse-là, nous avons donc des zones où il y a essentiellement sédimentation. Alors maintenant, on va voir une particule qu'on peut penser que là, il est à peu près à 4 mm. Alors, à dimension constante, alors tant que la vitesse n'a pas atteint justement à peu près 50 cm par seconde, cette particule va sédimenter. Alors, entre 50 et je dirais et 80, elle est dans le domaine du transport, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. S'il est sur place, elle ne bougera pas. Mais s'il est déjà en phase de transport, elle va donc continuer à être transportée. Au-delà, et à peu près à l'ordre de 100 cm par seconde, cette particule d'un diamètre donc toujours constant, elle pourra être érodée, enlevée de son substrat, et il peut être transporté sur une grande distance. Alors, le transport des particules détritiques par les vagues. Alors, on avait vu que les vagues, par le déferlement de vagues, il y a une érosion. Maintenant, il y a des courants qui sont soit perpendiculaires au rivage, soit obliques au rivage. Alors, lorsqu'il s'agit de courants marins qui sont perpendiculaires au continu, alors là, il ne se passe pratiquement pas grand-chose. Nous avons un courant qui va remonter une particule jusque-là, c'est le courant de flot, et puis lorsque le courant va descendre, c'est le courant de Juson, la particule va revenir à sa place. Alors quand est-ce qu'il y a transport? C'est lorsqu'il y a dérive littorale, c'est-à-dire lorsque les vagues sont obliques par rapport au rivage. Alors sur ce schéma-là, nous avons notre rivage et nous avons justement la direction des vagues, la voilà. Donc ces vagues qui arrivent avec un angle par rapport au continent, ils vont donc être bloqués sur le continent, mais ils vont revenir perpendiculairement à la ligne de rivage. Donc la particule qui était là, elle va être transportée jusqu'ici, et puis elle va revenir à ce niveau-là. Et c'est comme ça que cette frange mobile va déplacer les particules justement le long du rivage. C'est grâce aux vagues obliques par rapport justement au continent. Alors, les voilà, nous avons donc des petites vagues blanchâtres, les voilà. Alors, il y a ce côté qui arrive en premier, et puis il y a l'autre qui arrive en dernier. Donc, il y a une particule que cette eau va emmener jusque-là, et lorsque cette eau va revenir sur l'océan, elle va revenir de manière perpendiculaire à la ligne du rivage. Et puis, rebelote, cette particule va être embarquée jusqu'ici, la ligne jaune va la faire revenir sur la partie marine, et ce zigzag va continuer, et à la fin, une particule qui était là, eh ben, on peut la retrouver ici, et c'est ça ce qu'on appelle la dérive littorale. Donc, il y a transport des particules sur le littoral par des vagues qui sont obliques justement à la ligne du rivage par un phénomène qu'on appelle la dérive littorale. Alors, les courants océaniques de surface. Alors, il y a deux grandes catégories de courants océaniques. Il y a les courants chauds, donc qui partent de l'équateur et qui se déplacent vers les pôles. Alors, soit vers le pôle nord, soit ici vers le pôle sud. Alors, bien sûr, au cours de leur remontée vers le pôle sud ou vers le pôle nord, ces eaux-là vont se refroidir et ils vont redescendre vers l'équateur pour justement se réchauffer. Alors, nous en avons un chez nous. C'est un courant qu'on peut reconnaître aisément, surtout lorsqu'on est dans la ville de Souera. La ville de Souera, même si vous y allez au mois d'août, vous avez une plage où l'eau est glaciale. C'est une eau qui est très froide. Ben justement, c'est à cause de la proximité de ce courant océanique qui longe justement les côtes atlantiques marocaines. Alors, nous avons ensuite ce qu'on appelle les upwellings, c'est le courant ascendant. C'est-à-dire que c'est des courants qui sont sur le fond océanique et qui remontent aux surfaces et puis qui sont recyclés
Et avec l'action du vent, on peut avoir un transport parallèle justement au rivage. Et là aussi, c'est un excellent moyen pour transporter des particules. Alors, les courants qui ont lieu au milieu océanique, c'est ce qu'on appelle les courants de turbidité. Alors, ils se produisent souvent sur le tali continental. Le tali continental, c'est une zone, là voilà, très abrupte. C'est une rupture de pente très importante où on passe d'une zone à profondeur relativement modeste, de l'ordre de 200 mètres, et là, on arrive sur la plaine abyssale où la profondeur peut faire jusqu'à 3, 4, voire même 5 km. Là, c'est une moyenne de 4000, mais on peut dépasser. Alors là, c'est la plateforme continentale, c'est celle-là, donc des profondeurs de l'ordre de 200 mètres. Et puis, cette pente, c'est ce qu'on appelle le tali continental. Et la zone où il y a une rupture de pente, c'est ce qu'on appelle le glacis continental. Alors, pour les gens qui se souviennent encore du cours de géodynamique interne, cette zone-là, c'est une zone de transition entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Nous avons là une accumulation de sédiments, et puis cette structure est perdue, c'est ce qu'on appelle une déstructuration, par incorporation de l'eau, et l'ensemble de ces sédiments, qui étaient là à peu près à 200 mètres de profondeur, vont glisser, et c'est un écoulement turbulent qui va donc se déposer sur les plaines abyssales. Alors, quand est-ce que ça produit? Ça se développe lorsque nous avons un choc, un petit tremblement de terre, ou bien simplement une vague relativement importante. Alors, nous avons une masse de sédiments qui va donc glisser, ce qu'on appelle c'est des débris flots, qui vont glisser donc sur la pente et se resédimenter justement au niveau du glacis continental ou carrément sur la plaine abyssale.